Chaque année, plus de 15 000 cyclistes s'élancent sur l'étape du Tour. Une course amateur reprenant le parcours des professionnels une semaine avant leur passage, permettant de se mettre le temps d'une journée dans la peau d'un coureur du Tour de France. Une journée en montagne, des cols et une souffrance partagée. « 170 km et plus de 5400 mètres de dénivelé positif au programme en 2026. Il faudra être très bien préparé pour simplement rêver de voir la station de l'Alpe d'Huez. Après un objectif top 100 validé en 2024, je me lance dans un défi encore plus fou, sans limite. Je veux rêver encore plus grand. Un top 10 sur l'étape du Tour 2026. Bon, on est parti, ça y est, pour cette nouvelle série Road to Top 10 pour l'étape du Tour 2026 qui a enfin été dévoilée. J'espère que l'introduction déjà vous aura plu. Je tenais, avant de commencer cet épisode 0, à vous remettre un petit peu de contexte lié à ce que je veux mettre en place dans cette série de vidéos. Tout d'abord, voilà, l'idée c'est que je viens chercher un classement Road to Top 10, mais l'idée avant toute chose c'est de vous montrer plutôt le voyage, vous montrer quel chemin j'emprunte pour atteindre cet objectif et en fait pouvoir vous raconter une histoire. C'est avant tout ça mon objectif. Le but de cette série de vidéos, il va avant tout être pédagogique. Je veux essayer de vous apporter mes compétences en tant qu'entraîneur. Du coup, dans cette série, je partirai effectivement de mon cas concret, de mes entraînements, de ma planification, de mon objectif final qui est l'étape du Tour, pour pouvoir vous expliquer en fait les différents concepts de l'entraînement. L'idée, c'est de vous simplifier certains concepts, de vous expliquer pourquoi je mets en place telle ou telle chose de mon côté à l'entraînement et pour que de cette sorte, vous puissiez ensuite prendre vos propres décisions derrière et puis que je puisse vous accompagner comme ça dans la réalisation de vos objectifs en vous montrant comment moi, j'ai mis en place les choses pour que vous puissiez vous inspirer en fait de cette démarche. Ici, je vous partagerai tout, afin de vous montrer comment on prépare un objectif ambitieux étape par étape. Ma planification, mes séances, mes méthodes de récupération, mes doutes, mes réussites, et surtout mes conseils d'entraîneur, afin de vous aider à préparer vos propres défis. Ça vous permettra de faire le tri et de pouvoir comprendre ce qui est vraiment utile à mettre en place au quotidien dans votre entraînement et dans votre récupération. Et voilà, maintenant, juste pour conclure un petit peu cette phase de présentation du projet, je voudrais vraiment remettre en lumière que le but de cette série, c'est vraiment pas de me mettre en avant. On est surtout sur un but pédagogique. Et donc l'idée, c'est de vous emmener avec moi et de vous former, entre guillemets, pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Je vous invite à toujours avoir une ouverture d'esprit sur ce que je mets en place, etc. et à bien penser à l'adapter. N'oubliez pas que quand on réalise un objectif, chacun mérite de tracer son propre chemin. Chacun mérite à la fin de raconter sa propre histoire. Et comme dans l'entraînement, rien n'est identique d'un individu à l'autre. Et chacun mérite d'avoir un parcours individualisé. Donc n'oubliez jamais ça. Un vendredi sur 2, vous retrouverez un nouvel épisode sous forme de vlog de ma préparation à l'étape du Tour 2026. Des entraînements aux compétitions, en passant par la nutrition, la récupération, les analyses des données, vous verrez tout. Alors, si vous voulez progresser avec moi, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et pensez à vous abonner dès maintenant pour ne pas louper la suite. Alors, écoutez, après cette brève présentation de la série, de l'objectif, on va pouvoir rentrer dans le vif de cette première vidéo. Donc, le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était comment se fixer un objectif cohérent en cyclisme.
Donc, se fixer un objectif cohérent, un objectif réalisable. En fait, comment réfléchir à la création d'un objectif. Pour moi, par exemple, le top 10 sur l'étape du tour, comment j'en suis arrivé là. Je pense que pour beaucoup, vous avez déjà entendu parler du cadre SMART, donc que ça soit en industrie ou dans beaucoup d'autres milieux. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans le sport aussi et notamment dans le cyclisme. Donc on va le décomposer ensemble, donc en 5 lettres hein, évidemment, donc SMART, un objectif intelligent. Pour la première lettre, donc le S, spécifique. Donc un objectif spécifique, qu'est-ce qu'on attend par spécifique? On entend un objectif qui va pouvoir être écrit, un objectif qui va être clair, un objectif qui se ressent. Qu'est-ce que ça va être par exemple? Ça va être un record de temps sur une ascension. Ça va être par exemple un record de temps sur un segment. Suivre lors d'une sortie groupe, c'est aussi un objectif spécifique. On peut l'écrire et on pourra l'évaluer par la suite. Un objectif de course, ça va être par exemple un objectif de chrono sur une course qui va se rapprocher d'un record sur un segment, ou ça peut être un objectif de place, comme j'ai moi dans mon cas sur l'étape du Tour en 2026. Ensuite pour le M, qu'on a la partie mesurable. Donc là la partie mesurable, qu'est-ce que ça va être? En fait ça va être le critère d'évaluation de l'objectif. Ça va être ce qui va nous permettre de dire l'objectif a été validé ou l'objectif est échoué. Dans les cas que j'ai pu citer, ça va être un chrono, par exemple. Donc, est-ce que je suis descendu sous le chrono que je voulais dans l'ascension? Est-ce que j'ai été capable de suivre le groupe, oui ou non? C'est aussi un objectif mesurable. Est-ce que je suis rentré dans mon objectif de classement, qui peut être un top 1000 sur l'étape du Tour, un top 100, un top 10? Terminer la course, est-ce que j'ai terminé l'étape du Tour, oui ou non? Voilà, tout va dépendre en fait de l'objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut être également un nombre de watts sur une durée. Par exemple, je veux atteindre 300 watts sur un test 20 minutes. Ça va être quelque chose mesuré. Ensuite, pour le A de SMART, donc on a le critère d'atteignabilité de l'objectif. Est-ce que cet objectif est atteignable? Donc ça, pour moi, c'est la partie la plus compliquée. C'est en fait être capable de juger est-ce que vous êtes capable, oui ou non, de réaliser cet objectif. Ça, du coup, étant le plus compliqué, je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je passe du coup tout de suite au R, avant de revenir au A plus tard, le R réaliste. Donc la nuance entre atteignabilité et réalisabilité de l'objectif, c'est qu'un objectif pour être réaliste, ça veut dire est-ce que cet objectif, ok, en fait l'objectif peut être atteignable dans certaines conditions, sous certaines conditions. Par contre, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que c'est bien votre priorité? Parce que pour que l'objectif soit atteignable, il va par exemple falloir estimer qu'il faut que vous vous entraîniez 12 heures par semaine durant toute la préparation. Mais est-ce que avec le travail, si vous êtes quelqu'un de plutôt carriériste, si vous avez un travail avec une place de cadre par exemple, donc avec des semaines souvent à plus de 40 heures, est-ce que vous avez la possibilité de vous entraîner 12 heures? Est-ce que cet objectif est votre priorité ou pas? Quel temps vous pouvez allouer à cet objectif? Est-ce que cet objectif est pertinent dans votre concept? Qu'il soit concept familial, qu'il soit concept, comme j'ai dit, de travail, etc., etc. Est-ce que cet objectif est réaliste dans votre concept? Donc là, bien se poser les bonnes questions et budgétiser qu'est-ce que je suis prêt à allouer pour cet objectif. Au-delà de l'atteignabilité, qui va se reposer uniquement sur est-ce que je suis capable physiquement ou non de réussir cet objectif dans les meilleures conditions? Là, le côté réaliste, qu'est-ce que je suis prêt en fait à allouer pour rendre ce critère atteignable validé? Et enfin, pour le T, temporellement défini. Donc là, il va s'agir d'une deadline, une échéance qui va être clairement définie. Donc là, dans le cas de l'étape du Tour, par exemple, la date du 19 juillet est déjà très bien connue, hein, donc la date d'une course, par exemple. Mais ça peut être aussi une deadline, je reprends l'exemple de tout à l'heure, je veux atteindre 300 watts sur 20 minutes d'ici le 30 mars. Bon bah voilà, on a une deadline qui est claire. Je veux être capable de suivre les sorties groupes à partir du printemps quand elles reprendront. Donc là pareil, on a une échéance qui est clairement définie. Maintenant, je vais passer sur la deuxième partie de cette explication. Donc le critère d'atteignabilité, donc comme j'ai dit pour moi la partie la plus importante. Donc comment faire pour mesurer la difficulté d'un objectif
et comment faire pour savoir si cet objectif est atteignable ou pas. Donc là, moi, je vais vous présenter, dans mon cas, pourquoi je pense, en faisant ce focus sur le A de atteignable, que dans mon cas, l'objectif top 10 est un objectif atteignable. Pour moi, notamment là en cyclisme, il y a 3 phases d'évaluation à l'atteignabilité. Ces phases, elles sont simples. Il y a les facteurs de performance. Par facteur de performance, j'entends tout ce qui va faire que vous allez réaliser ou non l'objectif. Tout ce qui va influencer votre performance le jour J. Ça va être par exemple la météo. S'il fait beau, s'il pleut, s'il fait chaud, la météo va influencer votre performance et va influencer le niveau global de la course et du coup influencer votre positionnement dans la hiérarchie de la course. Ça va être des puissances à atteindre dans les montées, des temps d'ascension du moins plutôt que des puissances. Ça va être pareil sur la sortie groupe, des temps d'ascension, des vitesses moyennes à atteindre. Par exemple, sur les sorties groupe, on roule à 30 km/h de moyenne, et il faut que je sois capable de résister à ces 30 km/h de moyenne dans un groupe. Attention, rouler à 30 km/h en groupe, ça ne veut pas dire rouler à 30 km/h seul. Bref, l'analyse des facteurs de performance, globalement, qu'est-ce qu'il va falloir que vous mettiez en place le jour J pour réussir cet objectif ? Ça va être un des critères indispensables de l'atteignabilité, puisque après avoir budgétisé, estimé quelle performance vous allez devoir sortir le jour J, vous allez pouvoir faire un bilan de départ. Ce bilan de départ, c'est une analyse de votre niveau actuel, de votre progression sur les années passées, que vous allez pouvoir corréler avec les facteurs de performance pour pouvoir estimer si, avec votre niveau actuel, les performances attendues pour réaliser votre objectif de temps, de classement, etc., sont cohérentes. Et dans un dernier temps, il y a une analyse du parcours. Pourquoi ? Pour pouvoir conclure sur tout ça, sur les facteurs de performance et sur le bilan de départ, et pouvoir ensuite ajuster en fait la jauge en fonction du parcours qui va être proposé le jour J. Donc, si je pars sur mon exemple concret, pour vous montrer un peu le travail que vous pouvez réaliser, facteur de performance, de quoi est-ce que j'ai besoin physiquement pour réaliser un top 10 ? Donc, pour pouvoir estimer, attention, là, à partir de ce moment de la vidéo, on va beaucoup parler d'estimation de performance. On n'est pas sur un fait, c'est-à-dire que, par exemple, le 3e de l'étape du Tour cette année réalise une performance moyenne dans les ascensions à 5,05 watts par kilo. Ça ne veut absolument pas dire que si je réalise une performance à 5,05 watts par kilo ce jour-là, je termine 3e de l'étape du Tour. Il y a plein d'autres facteurs de performance à prendre en compte. Le niveau technique en descente, la prise de décision, les facultés à résister aux accélérations, la tolérance au lactique, le recyclage, etc. Donc il y a plein d'autres facteurs de performance qu'on pourra détailler après. Mais là, pour ce premier facteur, j'analyse simplement les watts. Donc voilà, je tiens à aiguiser votre regard là-dessus. Donc, pour parler de cette étape du Tour, j'ai analysé globalement le top 20 et j'ai essayé de chercher des personnes auxquelles je peux me comparer facilement, c'est-à-dire soit des personnes où on arrive à trouver une donnée concernant leur poids, donc pour pouvoir estimer des watts par kilo, soit également des personnes avec qui j'ai pu courir sur cette saison 2025 et du coup avec qui j'ai pu remarquer des certains écarts de watts entre moi et eux et donc pouvoir estimer leur poids entre guillemets. Donc l'analyse des watts, c'est vraiment une partie super importante parce qu'en fait ça va pouvoir vous permettre de déterminer quel niveau physique vous devez atteindre en termes de performance. Donc à partir de cette analyse, par exemple, là, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on voit qu'entre le 8e de l'épreuve et le 21e, eh bien, en moyenne, sur les ascensions, vous voyez, il y a seulement 0,15 watts par kilo d'écart entre les deux personnes. Et pourtant, sur la ligne, ça fait quand même un écart de 3 minutes 37 dans les temps d'ascension. Dans les descentes, fait est que le 21e a perdu un peu plus de temps. À mon avis, il a bénéficié d'un effet, enfin c'est pas à mon avis, il a bénéficié d'un effet groupe qui est beaucoup moins important, que le 8e
a pu profiter pleinement de l'aspiration des meilleurs qui ont pu le tirer un peu plus loin dans l'épreuve. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, dans le col du Pré, si on compare ces deux athlètes, on voit qu'il y a un écart de 0,25 watts par kilo entre les deux. Et ça représente un peu plus d'une minute 30, 1 minute 39 exactement, d'écart sur le temps d'ascension. Donc c'est assez sévère, 0,25 watts par kilo pour deux athlètes qui font le même poids, qui ont sensiblement le même nombre de watts par kilo, ici 5,2, 5,12 pour des temps d'ascension similaires. Donc voilà. Et 7 watts du coup en moyenne, si on multiplie la moyenne de ces athlètes, 7 watts sur l'épreuve représente 3 minutes 37 du coup d'écart sur la ligne. Donc 3 minutes 37 d'écart dans les temps d'ascension sur la ligne. Ensuite, justement, l'écart est encore plus grand dû au fait que dans les vallées, on bénéficie moins du phénomène d'aspiration. On se retrouve avec des athlètes moins forts qui vont moins nous tirer. Donc, il y a vraiment un aspect où il est très intéressant de pouvoir bénéficier du tempo des meilleurs coureurs tout au long de la course. Ce qu'on voit également, c'est qu'en fonction du poids de l'athlète, les demandes en termes de watts par kilo vont être différentes également pour produire le même temps d'ascension. Ça veut dire qu'un coureur qui pèse plus de 70 kg va envoyer moins de watts par kilo que quelqu'un de très léger, par exemple 59 kg, mais par contre va pouvoir produire quasiment les mêmes temps d'ascension, voire des temps d'ascension meilleurs avec moins de watts par kilo, puisque du coup les watts développés seront plus importants. L'idée, c'est que là, voilà, j'ai effectué une moyenne de watts par kilo de tous ces athlètes. Et en fait, l'idée de construire, voilà, d'observer là plus d'ici de 2, 4, 6 athlètes sur qui on a toutes les données, c'est de randomiser en fait au maximum et d'être capable d'estimer proprement, précisément, les watts nécessaires sur cette édition 2025. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, comme je le disais, dans les facteurs de performance, il y a également la chaleur qui a été légèrement présente cette année, moins que certaines années, notamment je pense à l'édition 2023. Il y a également l'aspect pression. Il faut être capable de réaliser cette performance le jour J, donc d'être capable de résister à la pression du jour J. Et il y a également un aspect niveau en descente, un aspect technique, être capable de frotter notamment sur le départ quand on part à 1000 dans le sas, afin de perdre le moins d'énergie possible bêtement. Et donc ça, c'est des critères évidemment de la performance. Également la prise de décision en course, notamment l'athlète qui termine 3e de cette étape du Tour est un athlète qui court régulièrement au niveau élite, et qui a donc sans doute une prise de décision meilleure que certains, qui l'emmène en ayant certes une performance supérieure en moyenne, avec 5,07 watts par kilo sur l'épreuve, mais à avoir une position très correcte, 3e, alors que par exemple, l'athlète qui termine 16e de la course envoie quasiment 5 watts par kilo, mais a sans doute des prises de décision qui sont légèrement moins bonnes. Maintenant, si je pars sur le bilan de départ, donc comme je vous le disais, après avoir déterminé les facteurs de performance, il faut effectuer un bilan de son propre niveau pour voir si ça peut correspondre avec les facteurs de performance attendus. Donc, grâce à cette analyse, notamment des watts, qui est le facteur qu'on peut le plus facilement estimer, on connaît globalement les moyennes en watts par kilo attendues. Et également, ce que je sais, c'est que j'ai pu courir avec certains athlètes sur la saison 2025, et donc pouvoir savoir que mes watts, en tout cas sur cette saison, à poids équivalent avec eux, 64,5 kg pour moi cette saison, je sais que l'athlète qui termine 8e et l'athlète qui termine 21e, sur les compétitions que j'ai effectuées avec eux, j'ai sensiblement, dans les ascensions, les mêmes temps d'ascension pour les mêmes watts. Je sais également que l'athlète qui termine 3e, j'ai un ratio 1,11 lorsque je cours avec lui
pour avoir les mêmes temps d'ascension, je suis obligé de mettre 11% de plus de watts que lui. Donc maintenant, si je fais mon bilan de départ, donc de ma saison 2025, d'abord, donc ce qu'on va regarder, on vient d'en parler, ce sont les watts que j'ai été capable de développer sur cette saison. De quoi est-ce que je suis capable ? J'ai un premier seuil ventilatoire qui est estimé à 295 watts et un deuxième seuil à 345 watts. Ce sont des données estimées à nouveau. J'ai une puissance critique sur 20 minutes, donc c'est-à-dire mon record de puissance sur un test 20 minutes est à 365 watts et sur 5 minutes 450 watts. Donc ça, on verra que c'est évidemment des facteurs de performance et ça va me permettre d'estimer de quoi est-ce que je suis capable sur une étape du Tour. Sur un parcours similaire à l'étape du Tour que j'ai pu réaliser, on en parlera dans les résultats, mais notamment sur la Madeleine, sur la Megève-Mont-Blanc, je suis capable en ascension de produire 295 watts de puissance, soit 4,57 watts par kilo, pour 64,5 kg sur cette saison. En termes de résultats, donc comme je le disais, sur des épreuves de référence, comme la cyclosportive La Madeleine, la Megève-Mont-Blanc ou en début de saison, la Mercantour, j'ai eu des résultats encourageants, un top 5, un top 6 à Megève et une 8e place à la Mercantour. Sur l'aspect FFC, j'ai décroché 3 top 5 en Open 1. J'ai eu une saison plutôt compliquée sur l'aspect physique. Et donc, c'est des résultats qui me satisfont au vu des soucis que j'ai rencontrés cette saison. J'ai également décroché des commandes descentes. Pourquoi je le mets en avant ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, dans les facteurs de performance, il y a également le niveau en descente. Donc ça, c'est quelque chose dans les résultats qui doit être pris en compte. Si je regarde ma progression sur la saison 2025, donc là, j'ai mis les données que j'avais en 2024 pour voir un peu les pourcentages de progression. Donc on voit qu'au premier seuil, j'avais 250 watts en 2024, donc 18% de progression là sur la saison 2025. Pour le deuxième seuil, 310 watts, donc pareil, 12%. Et sur ce qui est de la puissance 20 minutes et 5 minutes, 325 watts et 400 watts, donc pareil, 12% de progression sur toutes les valeurs. Et sur un parcours similaire l'an passé, notamment en fait, sur l'étape du Tour 2024, je suis capable de produire 260 watts, soit une progression de 13%, puisque cette année, je suis capable de produire 295 watts. En dernier, ça représentait du coup 4,12 watts par kilo et ça m'a amené à un top 100. Et en partant de l'analyse et du coup de cette progression en watts par kilo, et également des classements en me comparant à des coureurs qui sont dans le top du classement de l'étape du Tour, je pense que cette performance m'aurait permis de décrocher une place aux alentours du top 30, 40 en 2025. Donc ceci étant dit, maintenant, pour l'objectif top 10, quelles sont les perspectives de progression à avoir ? Donc, je me suis basé sur ces ratios pour estimer les puissances que je devrais être capable de fournir le jour J. Donc, j'estime que dans les ascensions, pour être capable de réaliser un top 10 sur l'étape du Tour en 2026, il faudrait que je sois capable de produire 315 à 320 watts dans les ascensions, soit une progression de 7 à 8% par rapport à cette saison. J'envisage de revenir à un poids de forme de 62,5 kg pour l'étape, ce qui me permettrait d'avoir un ratio watts par kilo à 5,04, donc ce qui serait vraiment dans une bonne moyenne, notamment proche du ratio de la personne qui termine 8e cette année, avec qui j'ai pu me confronter sur la cyclosportive de la Madeleine et où on avait exactement les mêmes watts si on avait les mêmes temps d'ascension dans le même groupe. Donc, réussir 315-320 watts dans toutes les ascensions sur l'étape du Tour, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pousser mon SV1 à 315 watts, mon SV2 à 365, soit une progression de 6,5-6%. Pousser mon CP20 à 385 watts. Et au niveau du CP5, j'aurai sans doute certainement des progrès liés à la progression sur les autres valeurs, mais je n'ai pas besoin en tant que tel de travailler exclusivement cette puissance sur 5 minutes, cette PMA, puisque dans les études, il a été démontré que la puissance sur 20 minutes peut être égale
a globalement 85 à 87% de la puissance sur 5 minutes. Donc 450 multiplié par 0,85 donne environ 385. Donc normalement, cette puissance sur 5 minutes n'est pas limitante pour développer 385 watts sur, 8 minutes sur 20 minutes. Et c'est pourquoi ça ne sera pas ma priorité en 2025. Donc, l'analyse de ces perspectives d'évolution pour la saison 2026 sont plutôt encourageantes, puisque si on regarde la progression que j'ai obtenue en 2025, on voit qu'on est globalement sur des pourcentages de progression à 12%. Et les progrès attendus pour la saison prochaine sont plutôt aux alentours de 6, 7, 8%. Donc moindre par rapport à cette année. Et c'est ce qui m'encourage à croire que ce top 10 est réalisable, puisque je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Comme j'ai dit, sur l'aspect réaliste du projet, je vais vraiment consacrer mon temps à ce projet à étape du tour. Et c'est pourquoi je pense que ce pourcentage de progression est réaliste au vu du pourcentage de progression que j'ai eu cette saison. Bien que les derniers pourcentages, quand on progresse, sont de plus en plus durs à aller chercher, je me sens encore capable d'aller chercher ces derniers pourcentages. Maintenant, pour parler brièvement du parcours de 2026, donc je pense que pour beaucoup, vous l'avez déjà vu, hein, mais donc 3 cols vraiment mythiques au programme, enfin 4, ça dépend comment vous considérez le Télégraphe et le Galibier. Un des premiers facteurs de cette étape du tour, c'est l'altitude. Il y a 4 ascensions, comme je l'ai dit. Un toit de l'étape à 2640 mètres, sommet du Galibier. Et environ 45% de l'épreuve à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va grandement changer, notamment par rapport à cette année en 2025, où il n'y avait quasiment pas d'altitude. Les ascensions sont également très longues par rapport à cette année. 24, 35 et 12 km pour Sarenne. Donc ça représente des ascensions pour la Croix de Fer de 65 minutes, découpées en 3 parties. C'est une ascension plutôt irrégulière, la Croix de Fer, on la voit ici, là, au bout de ma souris. Ensuite, 35 à 40 minutes pour l'ascension du Télégraphe, qui est elle plutôt régulière, et 45 à 50 minutes pour l'ascension du Galibier. Donc là, vraiment, on a un gros enchaînement avec 2 ascensions à environ 40-50 minutes. Et enfin, pour finir, Sarenne en 30-35 minutes, avec un pied vraiment très raide, une mi-pente qui s'adoucit un peu avant de retrouver des pourcentages à 9% pour tout le final. Les ascensions, comme j'ai dit, sont plutôt irrégulières et notamment avec des pourcentages très raides, que ça soit sur le pied de la Croix de Fer ou que ça soit sur le sommet du Galibier, en plus avec l'altitude, ou que ça soit dans Sarenne, dans le final, sachant qu'on aura plus de 5000 mètres de dénivelé dans les pattes. Donc attention vraiment au braquet que vous emmènerez sur cette étape. Voilà pour ça. Et ensuite, attention à la chaleur. La plupart des ascensions sont très découvertes. Et donc, la chaleur pourra être un vrai facteur à prendre en compte sur cette étape 2026, au vu de la date 19 juillet. Donc, parmi les facteurs de performance que j'ai remarqués, donc ces perspectives, ces 315-320 watts dans les ascensions que j'espère pouvoir envoyer le 19 juillet prochain, ils devront être réalisés dans différentes conditions. Il y aura une importance de la reco, parce que comme je l'ai dit, le niveau en descente est très important, et la connaissance du terrain également. Il y aura une partie hydratation et nutrition qui sera vraiment primordiale par rapport à certaines éditions de l'étape du Tour, liées à la longueur des ascensions. Vraiment sur des cols de plus de 60 minutes, il y a vraiment moyen de perdre pied largement. Il y aura également, peut-être comme je l'ai dit, la chaleur, donc l'hydratation sera vraiment super importante, d'autant plus que sur le tracé, ça va être très compliqué au niveau ravitaillement pour faire des coupes, etc. Puisque on se trouve dans les Alpes et les routes se font rares. Il y aura également, parmi les facteurs de performance, l'altitude. Ça veut dire qu'il faudra être capable de réaliser ces 315-320 watts avec l'altitude qu'on va retrouver notamment sur le sommet du Galibier, mais même sur les autres ascensions, Sarenne ou la Croix de Fer. Il faudra être capable de réaliser ces performances en altitude. Il y aura également un aspect gestion du stress, comme je l'ai dit. C'est une course d'un jour, donc vraiment il faut réussir à encaisser ce stress. Et ensuite, il y aura un aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, décisionnel sur la course. Quelle prise de décision je vais faire? Et donc là, c'est pour ça que je mets pacing ou faire la course. Parce qu'on a vu par exemple sur cette édition 2025
que la course, elle s'est vraiment faite non pas sur la gestion de l'effort, mais vraiment sur l'aptitude à suivre, comme j'ai dit, les meilleurs. Et globalement, ceux qui ont été décrochés ont ensuite perdu pied parce qu'ils n'étaient plus dans un groupe avec une bonne dynamique. Là, je pense que sur cette étape du Tour 2026, ceux qui vont vouloir faire la course sur le départ, notamment dans la croix de fer, ils vont vraiment se casser les dents sur la suite du parcours, notamment sur l'enchaînement Télégraphe-Galibier, mais surtout dans Sarenne que beaucoup vont sous-estimer. Donc je pense que sur cette course, l'intérêt d'avoir une stratégie clairement définie de pacing et de nutrition et d'hydratation sera vraiment super importante. Ceux qui auront une bonne stratégie vont pouvoir remonter énormément de place dans le final. Et je pense, pour ma part, dans l'objectif de ce top 10, que la stratégie de pacing devra vraiment être super importante et qu'il ne faudra surtout pas se laisser emballer par ceux qui vont décider de tenter de faire la course parce que les vallées sont longues et la course surtout est très longue. On parle de 5h45 à 6h d'effort, sans doute pour la victoire. Donc ce qui représente une heure de plus que sur cette édition 2025. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, on voit qu'en analysant la concurrence grâce à ce magnifique tableau, on voit qu'à l'heure actuelle, si je fais le bilan de ma saison 2025, il me manque un petit peu de niveau de performance. Et donc j'ai ici mes perspectives de progression. Je pense que les pourcentages de progression affichés sont atteignables d'ici le 19 juillet prochain. Et donc j'estime que sur le parcours, dans les ascensions, il faudra que je sois capable de soutenir 315-320 watts de puissance pour 62,5-63 kg afin de me rapprocher des 5 watts par kilo dans les ascensions. Et ensuite, concernant les facteurs de performance, les choses que je ne vais vraiment pas négliger dans ma préparation, c'est la chaleur. Je mettrai en place un protocole chaleur avant l'étape du Tour afin d'être prêt à faire face à cette éventualité. Je mettrai en place une préparation pour l'altitude, sachant que 45% du parcours est à plus de 1500 mètres d'altitude. Et le jour de la course, je vais vraiment essayer d'établir une stratégie de pacing claire, même si évidemment j'essaierai de suivre les meilleurs, mais je ne vais pas sortir d'une certaine zone afin d'être capable de répéter les efforts dans ces ascensions qui sont vraiment longues. Et enfin, pour conclure, je mets vraiment un point d'orgue là-dessus, mais la stratégie d'alimentation sur cette étape du Tour 2026 sera primordiale pour voir la ligne d'arrivée. Donc sur la nutrition et l'hydratation, j'aurai vraiment une stratégie béton, que ce soit nutrition, hydratation et pacing. Le chemin qui reste à parcourir est encore long et j'ai envie de vous emmener avec moi étape par étape jusqu'à l'étape du Tour dans cette série Road to Top 10. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je pourrai y répondre dans les futures vidéos. Et n'hésitez pas également à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. J'essaierai de vous montrer comment on planifie une saison et de vous accompagner dans vos futurs entraînements. D'ici là, ride to your max!